future leaders of this country. Your challenge is to foster a nation in which all people, irrespective of race, color, sex, religion, or creed, can assert a social cohesion fully. Can't continue as usual to depend only on outside help. Outside help is welcome and we graciously accept it, but we must also look at how to mobilize resources ourselves. L'Union africaine doit prendre une position claire sur cet enjeu. Non, qu'on a voulu symbolique, mais qui est très très important, en tout cas pour nous, qui marque une journée, celle où a été adoptée la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, une organisation défunte qui a été remplacée par l'Union africaine, et ça fait donc exactement 50 ans aujourd'hui. Et donc, le GRILA a pris l'initiative en constatant ce qui s'était passé depuis sa dernière déclaration, celle de 2011 sur l'état du continent, qu'il y a un processus de recolonisation en cours au niveau géostratégique, il y a un pillage au niveau économique et surtout, il y a une faiblesse du système de l'intégration continentale. Et que ce qui avait été constaté dans notre déclaration de 2011, c'est en fait non seulement avéré, mais même aggravé. Entre-temps, il y a eu plusieurs interventions militaires, il y a eu le rôle assez ambigu de plusieurs pays africains, eu égard à cette question militaire,
Mais beaucoup plus gravement, il y a eu la désunion des pays africains et des populations africaines sur les grands enjeux d'occupation. L'Africom ne déménage pas sur le continent africain. Et durant les recherches qu'on a pris la peine de faire, on s'est rendu compte qu'en fait, le processus de cooptation des pays africains est très très avancé. Que la plupart de nos pays sont déjà mis sous tutelle au niveau militaire et que même s'il semble être une formalité cette histoire de déménagement, parce qu'officiellement aucun pays africain ne veut cette base américaine, les forces de l'OTAN qui s'agitent pour le contrôle sont déterminées de trouver un pays africain stable pour loger leur base. Et nos informations montrent que plusieurs pays africains, d'ailleurs, font des offres pour être choisis et que c'est en fait le commandement américain lui-même qui fait la fine bouche sur les offres. L'originalité de cette déclaration, c'est qu'elle est faite au nom de citoyens africains et allemands. Les Allemands non plus n'ont pas choisi d'avoir une base de l'OTAN et surtout des États-Unis pour l'Afrique. Ils n'ont pas été consultés en Parlement. C'est une sorte de fait accompli qui date des vestiges de la guerre froide, c'est-à-dire que l'Allemagne a déjà une base américaine, mais cette base est une nouvelle base. Les États-Unis sous George Bush ayant décidé que les 3 grandes bases qui contrôlaient le monde ne suffisaient pas et qu'on allait en ouvrir une 4e, juste pour le continent africain. Et ça, c'est l'originalité du XXIe siècle. On peut supputer sur pourquoi ils veulent le faire. Est-ce que c'est vraiment le risque sécuritaire terroriste? Est-ce que c'est l'incapacité de nos pays africains à pouvoir se protéger eux-mêmes? Est-ce que c'est la convoitise des matières premières que les puissances émergentes du BRICS apportent, qui justifie ces gesticulations? Toujours est-il que l'Afrique doit être la première à être blâmée, c'est-à-dire que notre incapacité à nous défendre nous-mêmes et surtout le fait que l'Union africaine, qui a été formée sous le volontarisme de Kadhafi, il faut le rappeler, non seulement va avoir de sérieux problèmes de restructuration, mais sur cette position de comment nous devons nous protéger, est de plus en plus en train de s'aligner. Et donc cette déclaration, nous l'avons postée sur notre site en swahili, en arabe, en portugais, en anglais, en français et en allemand. Le travail qui a été entrepris pour le faire a été vraiment un travail colossal où on tient à remercier tous les bénévoles, les traducteurs, parce que c'était d'abord un travail délicat, confidentiel, donc ce n'était pas seulement de donner ça à des traducteurs professionnels, c'était de le donner d'abord à des militants, des gens qui comprenaient la cause pour laquelle nous devons faire ça. Le 30 mai 2013, un reportage de l'émission Panorama, diffusé en Allemagne, révèle ce que nous soupçonnions. Un centre de contrôle aérien installé à Ramstein dirigerait depuis 2011 les attaques de l'armée de l'air des États-Unis en Afrique. Selon l'armée de l'air américaine, aucune attaque par les drones ne peut se faire sans la station spéciale de relais maintenue en activité à Ramstein pour des objets volants sans pilote, des drones. Plusieurs opérations de surveillance et d'assassinat auront vraisemblablement lieu de façon ciblée au nom de la lutte contre le terrorisme. Dernière frontière dans le dispositif perturbé de l'Afrique du Nord, l'Algérie résiste, mais elle demeure dans une relation plutôt ambiguë avec l'OTAN.
Alors que tous les espaces du Maghreb ont été renversés ou infléchis, l'Algérie apparaît comme le dernier espace de redessinage géopolitique de la région sahélienne et méditerranéenne. L'instrumentalisation de la question sécuritaire semble avoir de beaux jours devant elle. Well, as always, it's a great opportunity to listen to the President and to discuss matters of mutual concern. And the principal topic which we discussed today was about the security situation in Mali. And we had a very thorough discussion, but I think the principle is the first thing that must happen is the immediate return of civilian control in Mali. Les gesticulations de l'Africom en Algérie, le commencement de la fin du régime de Bouteflika, les luttes internes des forces intégristes de l'impérialisme s'illustrent bien par le rôle hégémonique de puissances régionales comme le Qatar. General David Rodriguez is the new leader of U.S. Africa Command, taking over today for retiring General Carter Ham. At the change of command ceremony in Stuttgart, Germany, General Rodriguez said he would work to build on the relationships General Ham has established with African, European, and other international partners. African partners, Department of State, interagency partnerships are invaluable to understanding how the United States should support the African nations. Nous avons choisi la terre africaine de l'Algérie pour y lancer notre déclaration Africom Go Home à l'occasion du 50e des indépendances africaines et magnifier ainsi la vision prémonitoire de Frantz Fanon. Cette force, l'Africom, lancée par l'administration Bush, prétend protéger la sécurité nationale des États-Unis en renforçant les capacités de défense des États africains contre des menaces transnationales et y permettre un environnement favorable à un développement harmonieux. Cette perspective de base de l'Africom en Afrique, pour l'instant rejetée par la plupart des pays africains, séduit quelques-uns. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les États de l'OTAN n'ont pas besoin de base. Ils rentrent et ils sortent comme ils veulent dans nos pays. Et ça, ils le font pratiquement depuis nos ères d'indépendance. Par contre, leur base leur permettrait, pour le XXIe siècle, de sécuriser des espaces qui leur sont déjà pourtant acquis, contre la rapacité économique de partenaires comme la Chine, l'Inde ou le Brésil. Mais beaucoup plus pernicieusement, au-delà de cette question de la base, c'est la façon par laquelle nos armées sont devenues des supplétifs. Comment nos armées ont été intégrées et cooptées par les dispositifs de défense. Nous prenons un panafricentrage, c'est-à-dire un développement autocentré, basé sur l'autosuffisance alimentaire, une stratégie agricole qui permettrait non seulement des réformes agraires et un équilibre vivrier, mais que les étapes qui précèdent et suivent l'agriculture soient valorisées pour une complémentarité industrielle. Ce n'est pas un développement introverti, c'est un développement qui se base sur l'autonomie collective. En lieu et place, nous avons aujourd'hui une dispersion des itinéraires. Cette urgence pour un ressaisissement doit passer par un sursaut internationaliste et panafricain, afin que nos élites, nos peuples, comprennent que la militarisation de l'Afrique est une impasse. Elle attise et plutôt attire les conflits. La souveraineté de l'Afrique passe par le démantèlement de toutes les bases étrangères, par l'avènement d'une armée continentale vouée à la défense du seul continental et du maintien de la paix. Ceci suppose une intégration continentale, autocentrée, tournée vers le progrès social, qui va justement à contre-courant de la cooptation et de la transformation de nos armées en supplétifs. Ceux-ci sont désormais chargés d'éteindre des conflits le plus souvent instrumentalisés par l'ordre mondial pour l'accès aux ressources humaines comme les ressources naturelles. Il y a eu les damnés de la terre, il y a les damnés de la mer que vous appelez Haragna. La fuite de nos cerveaux, la fuite de nos forces productives sont les symptômes même de l'échec du développement. Il faut que nous ayons un autre développement basé sur un propre équilibre, que nous redécouvrions notre africanité à partir de vertus, de valeurs
pour lesquels nos amnésiques comprennent difficilement, sans narcissisme, que des choses fondamentales comme la maths, l'équilibre, le rapport dans le vivant doit être restauré. Voilà pourquoi il faut la démilitarisation terroriste, la fin de la présence des bases étrangères, de Chagos, de Diego Garcia, en passant par Libreville, Sao Tomé, Ceuta, N'Djamena, Djibouti, Tripoli, etc. Non à l'assaut généralisé sur les ressources naturelles et terres agricoles africaines par les multinationales et l'accaparement des terres. Non aux dirigeants qui subordonnent l'Afrique à l'impérialisme. Il faut redécouvrir la marge de manœuvre de l'État et des mouvements populaires, renationaliser nos ressources, une intégration régionale et continentale accélérée par la complémentarité et la péréquation, miser sur des technologies à notre portée. Et surtout, je crois que c'est très très important, l'émancipation totale des femmes et le changement des mentalités masculines, la repolitisation démocratique de notre jeunesse, décrypter les comportements irresponsables, consuméristes et ostentatoires, sauvegarder notre équilibre environnemental si menacé. Pour cela, il faut organiser toutes les forces de la diaspora, qu'elles soient progressistes ou non, pour un retour de ses qualités et de ses moyens sur le continent. Il faut œuvrer pour un monde humaniste, progressiste, polycentrique et la préservation des biens communs. Cette question des biens communs de l'humanité doit servir de nouvelle base de redécouverte à l'internationalisme. Je finirai en disant, nul ne peut prédire l'issue des luttes et le futur proche résultera des bouleversements dans les rapports de force politiques, sociopolitiques, économiques, culturels, entre genres et entre générations. Il s'agit, comme l'avait espéré Fanon, de créer un homme neuf, une femme neuve, d'élargir le champ d'une réponse sociale humaniste, progressiste et si possible socialiste contre le modèle unilatéral du marché. Et son apartheid mondial. Fanon écrit, toujours vivant. L'Afrique doit être libre. L'Afrique doit être libre, a dit le docteur Nkrumah dans son discours inaugural. Nous n'avons rien à perdre que nos chaînes et nous avons à conquérir un continent immense. À Accra, les Africains se sont jurés fidélité et assistance. Et c'est en Algérie que ça a commencé. Je vous remercie. Ils ont besoin d'une base où ils vont pouvoir avoir un minimum de troupes, une surveillance cyber et que le travail soit quadrillé. Et ça va se faire par l'entremise de programmes qui sont documentés dans nos déclarations. Une dizaine de programmes dans lesquels nos pays sont insérés. 33 pays africains participent déjà. L'essentiel de notre hiérarchie militaire est déjà formé par ces forces. L'essentiel des manœuvres militaires ont déjà impliqué nos forces militaires dans des hauts commandements. Et tout ce qui reste, le couronnement, c'est l'avènement de cette base. C'est pour ça que nous disons, cette base ne doit pas avoir pied sur le continent africain. Cette base, d'aucune façon, ne doit prendre pied dans nos espaces de souveraineté, parce qu'elle va éloigner encore beaucoup plus loin la perspective de la réunification continentale. AFRICOM prétend protéger et défendre les intérêts de sécurité nationale des États-Unis par le renforcement des capacités de défense des États et organismes régionaux africains. Il procède sur ordre à des opérations militaires afin d'écarter et de combattre les menaces transnationales et de créer un environnement de sécurité favorisant, soutient-il, une gouvernance et un développement de qualité. Le 31 mai 2013, le secrétaire d'État américain John Kerry a assuré que toutes les actions des États-Unis, y compris à partir du territoire national allemand, étaient rigoureusement conformes aux règles de droit en vigueur. La position délicate de l'Allemagne, victime et actrice de la guerre froide, confère encore aux Américains une place privilégiée. Les Allemands sont toujours hantés entre leur capacité de s'en sortir seuls, de faire de l'Europe un empire flattant certains conservateurs allemands qui marchent alignés dans le projet américain d'encerclement du monde. Well, thank you, Chancellor Merkel, for your leadership, your friendship, and the example of your life. La politique extérieure allemande en Afrique, au nom de la sécurité commune, a été définie en 2005 et elle s'oriente de plus en plus vers l'investissement, le commerce et le renforcement sécuritaire. Depuis 2005, l'armée allemande a régulièrement participé en Afrique de l'Ouest à des exercices
militaire Flintstock de l'Africom. Quelle est la légitimité de l'Africom en Allemagne? La présence des forces armées américaines en Allemagne repose sur un traité relatif au stationnement des forces armées étrangères qui date du 23 octobre 1954. Les droits et obligations des forces armées légionnaires d'États membres de l'OTAN, quant à eux basés en Allemagne, sont dictés par le statut des troupes de l'OTAN du 19 juin 1951 et par l'accord complémentaire du 3 août 1959 sur le statut des troupes de l'OTAN. Le commandement de liaison avec le quartier général du commandement des États-Unis en Europe sur le site de Stuttgart existe quant à lui depuis le milieu des années 90. Le mémorandum d'accord entre les ministères de la Défense respectifs sur la mise en place d'un commandement de liaison qu'on appelle HQ-US-UCOM a été signé, lui, le 12 juillet 1996. La Bundeswehr allemande maintient à Ramstein et à Stuttgart des commandements de liaison VDKDO avec les unités de force aériennes des États-Unis USAFE et le commandement des États-Unis en Afrique USAUCOM et USAFRICOM. Le commandement de liaison de l'armée de l'air auprès de l'USAF sur le site de Ramstein existe quant à lui depuis le 1er juin 1996. Je vais au Parlement allemand à la rencontre des députés du groupe Linke. Pour beaucoup dans l'opposition de l'Allemagne de la guerre en Irak ou en Libye, le parti Linke est, malgré la crise de la gauche allemande, une formation moderne et pacifiste. Nous avons un vrai chantier et une longue période de travail pour aplanir nos positions. Les députés ont présenté le 14 juin 2013 une trentaine de questions pour la première fois au Parlement allemand. Les députés Nima Movassat et Henke Hensel, entre autres, ont eu le courage de poser ces questions. Ils n'hésitent pas à demander la fin de l'accord de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe. Ils sont outrés des accusations d'espionnage questionnant la présence de drones à Stuttgart et bien sûr les assassinats ciblés. Nous essayons donc d'harmoniser nos positions. Connus comme des néocons, ce quartet sécuritaire influence toujours la politique américaine sous Obama. Les mêmes Rumsfeld et Cheney sous Nixon en 1976 et 1977 ont saboté la paix avec l'Europe de l'Est en inventant l'existence d'armes de destruction massive pour relancer la course aux armements. Ils sont devenus entre-temps beaucoup plus puissants à titre de secrétaire à la défense et vice-président des États-Unis. Les montages financiers avec Halliburton, Carlyle et autres liens incestueux entre l'univers politique, les jeux d'influence et l'enrobage légal des opérations criminelles font que certains néoconservateurs américains sous Bush père et Al-Qaïda se brouillent. Plusieurs membres de puissants lobbies réunis autour de l'Institute of Strategic Studies et le projet for a New American Century, mais aussi des think tanks comme l'Organisation mondiale Bilderberg, prônent la gouvernance mondiale de la terreur pour remplacer l'équilibre de la terreur de la guerre froide. Le soutien ambigu des néocons et certains militaristes du Pentagone et de la CIA aux obscurantistes intégristes étatiques ou transnationaux du Moyen-Orient et de la Corne de l'Afrique se retourne contre l'Amérique. We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And that's great. Let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which is, it wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. Pour mieux comprendre, il faut retourner dans le passé. La politique américaine de l'Afrique a échoué d'abord en Angola, où elle soutenait des alliés comme Holden Roberto et Jonas Savimbi. La défaite des Sud-Africains et des Américains face aux groupes cubaines et angolaises à Cuito Cuanavale en 1987, suivie de la fin de l'apartheid, puis plus tard avec l'opération en Somalie, connue sous le nom de Restore Hope, qui a été un fiasco, vont obliger
Washington a intensifié la privatisation de ses relations bilatérales, mais aussi a noué d'autres relations plus sulfureuses avec l'extrémisme islamiste. Mais celui-ci est imprévisible et incontrôlable. Ce n'est donc pas à New York, mais bien en Afrique, à Dar es Salaam et Nairobi, qu'auront lieu les premiers attentats visant l'Amérique le 7 août 1998. La brouille entre Washington et son allié Al-Qaïda semble consommée. L'ambassade américaine est détruite et l'attentat est revendiqué par une obscure armée islamique de libération des lieux saints. Le milliardaire séoudien Ben Laden, ami des Américains, l'Égyptien Saïf El-Aden et le Comorien Fazul Abdullah sont incriminés sans que ne soient dévoilés les liens qui les liaient à l'Amérique. L'administration Clinton profite aussi de sa croisade contre Al-Qaïda pour le containment du Soudan et mieux se positionner dans l'Afrique des Grands Lacs. Là, comme ailleurs, des politiques néolibérales et sans justice sociale enlèvent jusqu'à la dignité aux populations, attisant les frustrations populaires et faisant basculer les plus radicaux, désabusés dans le rang des extrémistes. Target was terror. Our mission is clear. To strike at the network of radical groups affiliated with and funded by Osama bin Laden, perhaps the preeminent organizer and financier of international terrorism in the world today. The groups associated with him come from diverse places which share a hatred for democracy, a fanatical glorification of violence, and a horrible distortion of their religion to justify the murder of innocents. Les liens avec les nébuleuses terroristes, l'attentat controversé du 11 septembre et ses commanditaires présumés, toujours occultes, n'est pas sans rappeler que celui du Pentagone et son service de comptabilité logé dans l'aile du bâtiment. La veille de l'attentat, Rumsfeld se plaignait de lourdeur bureaucratique et de la disparition inexplicable de 2,3 trillions. L'industrie de guerre aura ainsi les coudées franches pour envahir les pays de l'Irak à la Libye. According to some estimates, we cannot track $2.3 trillion in transactions. La connivence entre la CIA et le Pentagone va officiellement se désintégrer. I would call the said wanted, dead or alive. La dérive sécuritaire contre le terrorisme cache autre chose. À contre-courant des visions panafricanistes, le manque de vision de la doctrine Bush de 2001 est un messianisme wilsonien, un unilatéralisme patriotique conservateur, plutôt financier, affairiste et militaro-industriel. Sa vision est différente. Il veut inspirer crainte et admiration de l'Amérique avec une vitrine démocratique de nation building sur le modèle managérial américain. L'approche s'affranchit du multilatéralisme onusien, voire même de l'OTAN, flirtant avec les sociétés militaires privées et autres sous-traitants miliciens. L'objectif des néocons dans leur guerre à la terreur est un changement de régime dans le Moyen-Orient, en Afrique, freinant les régimes radicaux et alignant tous les autres sur les vues américaines. Faire de l'armée américaine une armée prête pour les guerres du XXIe siècle, plus flexible et légère à déployer. Dans le sillage de la politique extérieure de l'administration Bush, l'administration Obama abandonne les victimes de l'ordre dominant sur la défensive et sans alternative. Ceci profite à la prolifération des groupuscules terroristes. Elle maintient un budget militaire de plus de 500 milliards de dollars, 2500 programmes militaires. Elle définit aussi une ligne antiterroriste, unissant l'impérialisme de la triade et consolide l'AFRICOM. Our Africa Command is focused not on establishing a foothold in the continent, but on confronting these common challenges to advance the security of America, Africa, and the world. A document that was released in January of this year, January 2012, and it's called the Strategic Guidance for the 21st Century. It was a document approved by President Obama, developed by Secretary of Defense Panetta and Chairman of the Joint Chiefs of Staff General Dempsey, that outlines the global defense strategic guidance which will guide the U.S. military well into the future. When you read the document, you will find that the word Africa appears precisely once, one time. And so some question that says, well, does that mean that the United States military does not really think very seriously or is not very committed to African security matters? When you look at the list of tasks that are assigned to the Department of Defense,
the tasks which my nation expects our military to accomplish, you will find some very consistent and very relevant priorities for those of us who operate with our African partners. Violent extremist organizations, transnational threats, illicit trafficking, countering piracy, the phrase we use, building partner capacity. I think it's better to say enabling the capacity of other states to be able to provide not only for their own security, but to contribute more effectively to regional security as well. Developing nations' capabilities to deal with humanitarian assistance and disaster relief materials and contributing to regional security. Looks like AFRICOM is a military outfit. Isn't it a military outfit? Sure, yes, sir. It is military. So that's really, if you go around and ask African leaders which members have died, and you look at experts' testimony, it's hunger, disease, internecine warfare, oppressive regimes, oppression, poverty. Those are the primary things that Africa needs help with. Those are not military focused items. All right. So the question really becomes, what the heck are we doing? Saying, well, AFRICOM is a military-led group over there to roll up this charge. It looks like you're going over there to protect oil and fight terrorists the same misguided way you fought terrorists in other places. Major General Rob Baker. Over the last 11 years, that these transnational threats exceed the ability of any one nation to defeat. And it's only when you can collaborate and work together in a coalition that you can defeat this kind of threat. We want to be the security partner of choice for all of the East African militaries. And how what they're doing supports the security of our nation and the security of American citizens in the region. Je suis venu vous dire en quelques mots qu'il n'y a pas une théorie du complot. Il y a une lutte de géostratégie dont l'Afrique sera l'objet et qui a déjà commencé. Le meilleur exemple, c'est l'exemple de cette base. Cette base a été installée à Stuttgart. Et je vais aller à Stuttgart dans quelques heures après cet événement pour dire, comme j'essaie de convaincre les parlementaires allemands, aux gens qui sont dans cette base, qu'il ne faut pas qu'ils déménagent en Afrique et surtout qu'ils n'ont rien à faire ici. Cette base viole l'article 25 et 26 de la Constitution allemande, qui stipule clairement que le sol allemand ne doit pas être utilisé pour perpétrer des actions à caractère agressif dans d'autres pays. Il n'y a eu aucune consultation du Parlement allemand pour l'établissement de cette base ici. Pour la première fois, grâce à nos efforts, 30 questions ont été soumises par le caucus du groupe Linke au Parlement qui est en train d'achever. Et pour la première fois, les autorités de ces pays vont devoir répondre de la nécessité d'utiliser le sol allemand pour l'utilisation de drones, d'actions militaires et militaristes sur le continent africain. Le système capitaliste est rentré dans une crise profonde, capitalisme en crise et crise du capitalisme, et dans le cas de l'Afrique, cela se traduit par l'échec du néolibéralisme. Pendant les 30 dernières années, on a déstructuré
les États, c'est-à-dire qu'on a enlevé les espaces de souveraineté en dénationalisant, en libéralisant. Ceci est d'autant plus important que ces rares espaces de souveraineté, l'éducation, la santé, les infrastructures, qui étaient déjà embryonnaires au sortir des indépendances négociées, étaient fragiles. Encore plus grave, la plupart de nos élites, souvent cooptées par l'impérialisme, n'ont pas géré normalement, tel que l'aurait dû l'être, cette fragile souveraineté. C'est ce qui explique que durant toute la période des années 90, les pays africains ont vu un phénomène assez paradoxal, un taux de croissance toujours plus élevé, toujours plus de ressources et de matières naturelles qui sortent de leur continent, et un écart grandissant entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas. Ceci n'est pas typique de l'Afrique. En réalité, le monde entier est très mal redistribué. Si vous regardez le patrimoine mondial des ménages, vous vous rendrez compte que seulement 2% de l'humanité possède les moyens de la richesse. La grande majorité de l'humanité qui n'a pas accès à la capacité de crédit vit en fait en pauvreté ou dans une situation précaire. Et l'Afrique, hélas, est insérée dans ça. Cette insertion pour l'Afrique, c'est d'avoir été enfermée dans une division internationale du travail injuste où son seul rôle, c'est de pourvoir en matières premières, agricoles et minières. Et son processus d'industrialisation étant faible, seules les rares ressources humaines sont encore utilisées. Or, cet ordre mondial n'utilise pas ces ressources humaines, c'est-à-dire ne les utilise que sélectivement pour la croissance du capitalisme. Les nationales, qui sont de deux catégories, celles qu'on appelle les juniors et les seniors, vont profiter des espaces de souveraineté qui sont en démantèlement pour accaparer les ressources. Bien sûr, avec la complicité de nos propres dirigeants. Parfois, avec même la guerre. Le cas du Congo est peut-être le cas le plus tragique, puisque aujourd'hui, l'humanité entière peut disposer des éléments de l'électronique, d'un téléphone cellulaire, d'un ordinateur, de fibres optiques satellites, mais cela s'est fait principalement sur le pillage du coltan, sur des guerres organisées, sur un État qui a subi et continue de subir cette expropriation, cette dépossession. Et le prix que le Congo a payé, c'est plus de 6 millions de morts dans les 10 dernières années pour le confort de nos modes de vie, dans l'indifférence quasi générale. Ce modèle d'une économie que nous appelons de type comprador, c'est-à-dire où les régimes ont été subordonnés aux intérêts de l'ordre extérieur, c'est lui-même épuisé. Et on en voit l'expression dans les pays du Maghreb. Dans les pays du Maghreb, le régime de Ben Ali en Tunisie, celui de Hosni Moubarak, était non seulement soutenu massivement par les capitaux occidentaux, correspondait au modèle qu'on voulait voir naître sur tout le continent, et il va être vomi par ses propres populations, mais surtout abandonné par les mêmes dirigeants qui les ont maintenus. Pourquoi? C'est parce que, justement, à la faveur de ces crises, l'apparition de nouveaux acteurs bilatéraux et multilatéraux, comme la Chine et l'Inde, viennent changer les rapports dans l'accès aux ressources. Et donc les pays du cadre de l'OCDE vont utiliser l'OTAN et les intérêts de pays supplétifs comme le Qatar, comme l'Arabie Saoudite, pour soutenir deux phénomènes. Le premier, c'est la déstabilisation, et le deuxième, c'est l'infléchissement des mouvements qu'on a appelés des révoltes, pour ne pas dire des révolutions. C'est que les régimes qui sont installés en Égypte, en Libye, en Tunisie, non seulement sont des régimes dont la vocation est de freiner l'effort révolutionnaire des peuples maghrébins, mais surtout d'être compatibles avec la continuation du néolibéralisme. Et ceci correspond à une carte en dessin qui est en train de se recomposer, non seulement sur toute l'Afrique du Nord, la Corne de l'Afrique, mais en s'étendant jusqu'à l'Afghanistan
avec comme objectif de déstabiliser la Chine, la Syrie, l'Iran, au fin de garder la prééminence des puissances du XXe siècle qui sont dépassées par les taux de croissance des pays émergents. Même le plus faible des pays africains a des taux de croissance supérieurs aux pays occidentaux. Ça, il faut le dire et le répéter. Les capitaux que nous renvoyons comme immigrants vers nos pays sont supérieurs à l'aide publique au développement. Le NEPAD, qui est le plan de développement continental que l'Union africaine continue de caresser, n'est pas un plan de développement continental, c'est un plan de partenariat avec les pays du G8. Et ces pays du G8 ont dépassé plusieurs fois la somme du NEPAD en guerre inutile et n'ont toujours pas signifié ni financé le NEPAD. C'est vous dire le degré de cynisme avec lequel les crises et l'instrumentalisation des conflits participent à la gestion du continent. Qui passait par le Rwanda, l'Ouganda et le Congo, et que cette stratégie a été défaite en partie par des pays africains qui ont refusé la partition du Congo. Et c'est justement contre ce phénomène que les puissances occidentales s'agitent, car lorsque l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et l'Angola ont volé à la rescousse du Congo, ça a montré la capacité que les Africains unis pourraient faire pour sauver les intérêts du continent. Voilà pourquoi les puissances veulent faire croire que nous ne pouvons pas nous défendre et que l'Africom et les autres forces sont essentielles. Nous devons questionner l'éthique. Pourquoi, au nom de la puissance, les États-Unis ont le droit de diviser la planète, CENTCOM par-ci, EUCOM par-là, au nom de quoi? Africom. Et on la cache ici. La plupart des Allemands ne savent même pas que ces choses-là existent ici. Il n'y a pas eu de débat aujourd'hui. La plupart des Africains ne le savent pas. Tous leurs pays ont été infiltrés par cette force. Et comme je vous dis, vous ne pouvez pas mordre la main qui vous nourrit. Nous avons mis nos pays dans une situation de perfusion au point que personne dans nos élites n'ose s'interposer. Les Américains peuvent très très bien, avec les moyens qu'ils ont, avoir cette base sur leur continent. Les autres puissances doivent faire de même. Lorsque la base d'El Amenas a été attaquée en Algérie, les djihadistes, selon le qualificatif, vont tuer certains de leurs otages, dont les Japonais. Donc les Japonais ont été justifiés de dire, écoutez, si les Occidentaux et les Africains ne peuvent pas veiller à nos propres ressortissants, mais nous, Japonais, nous devons aussi avoir notre base en Afrique. Et voilà que les Japonais, au moment où nous terminons notre déclaration, ont maintenant aussi un espace de base en Afrique. On peut tergiverser sur c'est quoi une base, et on laisse la sémantique de côté. Tout espace qui permet l'accès militaire, l'intendance, de l'armement, de la circulation d'intelligence, peut être considéré comme une base. Et dans ce cas, l'Afrique en est truffée. Il n'y aura pas de développement en Afrique tant qu'une logique de conflit et d'instrumentalisation du conflit existe. Il n'y aura pas de développement si nous ne prenons pas conscience de ces phénomènes. C'est-à-dire que nous comprenons que nous sommes en fait tous et toutes responsables de ces situations. Beaucoup des Africains à qui je parle ici en Allemagne ont peur de s'interposer contre la base pour des raisons d'immigration, des raisons d'emploi, etc. N'ayez pas peur. C'est votre droit le plus fondamental. Sachez qu'il y a des Allemands comme vous qui ne veulent pas de cette base. C'est votre droit d'Africains et d'Africaines de dire que vous ne voulez pas que ce pays serve de porte-avions pour détruire notre continent, pour le recoloniser. C'est un droit absolu. Il faut leur expliquer pacifiquement, intelligemment, que nous sommes contre l'instrumentalisation du conflit. Nous sommes contre cette Afrique sans les Africains qui sont en train de vouloir imposer. Et ça, c'est par des gestes concrets, par le fait que vous écrivez à vos députés, que vous obligez les Africains qui vous représentent d'introduire cette demande légitime dans les plateformes de leur propre existence. Et ainsi, de pays en pays, la clameur ira jusqu'à Addis Abeba. Et à ce moment, à Addis Abeba, ceux qui prétendent nous écouter sauront qu'on ne peut pas arrêter la mer avec ses bras, parce que nous sommes nombreux. Et je vous jure que Nelson Mandela qui est en train de s'éteindre, à ce moment,
pourra être fière, très très fière, de la lutte qu'il a menée et qu'elle ne s'arrête pas à l'Afrique australe, qu'elle embrassera le monde et que l'Afrique apportera une réponse à cette humanité. Et c'est donc dans ce moment très particulier du XXIe siècle que l'Occident a choisi, par l'entremise de quelques pays européens, notamment la France, de s'acoquiner avec quelques principautés pétromonarchiques, notamment celle du Qatar, pour détruire la base de la Libye. Je ne suis pas ici pour faire l'apologie de Kadhafi, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Kadhafi, à un moment, est venu jouer contre le jeu des puissances, tout en s'alliant avec eux. Kadhafi va marcher dans la règle sécuritaire, c'est-à-dire en luttant contre le terrorisme avec des puissances occidentales, en renonçant lui-même à ses visées à caractère terroriste, va financer massivement l'Union africaine pour permettre une monnaie africaine, l'accès au système satellitaire et surtout une intégration accélérée du continent, et sera assassiné par ceux-là avec lesquels il s'était allié. Dès hier, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et les pays arabes ont adressé au colonel Kadhafi et aux forces qu'il emploie l'avertissement suivant. En l'absence d'un cessez-le-feu immédiat et d'un retrait des forces qui ont attaqué les populations civiles au cours des dernières semaines, nos pays auront recours à des moyens militaires. Cet avertissement a été repris par tous les participants au sommet qui vient de s'achever. Le colonel Kadhafi a méprisé cet avertissement. Au cours des dernières heures, ses forces ont intensifié leurs offensives meurtrières. Les peuples arabes ont choisi de se libérer de la servitude dans laquelle ils se sentaient depuis trop longtemps enfermés. Ces révolutions ont fait naître une immense espérance dans le cœur de tous ceux qui partagent les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme. Mais elles ne sont pas sans risque. L'avenir de ces peuples arabes leur appartient. Le président Sarkozy, à cette époque, avait non seulement armé une partie des intégristes en Cyrénaïque, mais beaucoup plus gravement, une partie de ces armes va être aussi secondée par d'autres armes fournies à des éléments touaregs, fidèles à une stratégie qui date de l'époque de De Gaulle et de Mesmer, de créer un État de type Amazigh dans l'espace entre l'Algérie aujourd'hui et le Mali. Cet échec de cet État avait été, malgré les efforts de Houphouët-Boigny à l'époque et de quelques Africains français de le faire créer, repris dans l'initiative de Sarkozy. C'est grâce à la Mauritanie de Abdelaziz qu'on va introduire et soutenir certains éléments dissidents au Mali. Bien sûr, il faut blâmer les autorités maliennes par certains comportements de gestion prébendière, mais ils ne sont pas les seuls. Tous les pays sous ajustement structurel vont être conditionnés à fonctionner de la sorte. Donc Toumani Touré a non seulement fonctionné dans les manœuvres militaires avec l'OTAN, mais beaucoup plus gravement, lorsque son pays va être occupé, suivant l'invasion qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, il va y avoir un embargo après le coup d'État militaire qui arrive donc en fin de son mandat, et là je passe très vite, mais en période de questions on pourra revenir là-dessus, et les armes qu'il avait demandées pour se défendre, pour défendre sa souveraineté, seront bloquées dans l'embargo. Donc en fait, les Maliens n'ont jamais eu la capacité de se défendre contre ceux qui étaient soutenus de l'extérieur et qui avaient des motifs plus ou moins valables de demander la sécession. Tous les pays africains ont, de façon interne, du fait de la nature territoriale de nos pays, des problèmes d'irrédentisme tout à fait inhérents à nos pays, mais qui peuvent être facilement surmontés par une démarche panafricaine. Toujours est-il que le Mali s'est effondré en l'espace de quelques heures. Sa classe politique divisée, sa classe militaire divisée, et la France, qui a une dette vis-à-vis du Mali, parce qu'il ne faut pas oublier que les tirailleurs sénégalais sont principalement maliens, qui ont permis de pacifier en guillemets tout l'espace de l'Afrique jusqu'à Madagascar pour la France, qui vont soutenir la France dans les deux efforts de guerre. Et bien, ces Maliens vont évidemment recevoir
en héros les Français venir chasser leurs propres cafards qui vont se disperser dans leurs montagnes et où on essaie de les débusquer. Ceci, en fait, a comme vocation, entre deux administrations, la question est de comprendre la nature des forces de type France-Afrique. Parce qu'il y a la France et il y a la France-Afrique. La France-Afrique, c'est en fait des intérêts militaro-stratégiques, économiques, liés à des firmes multinationales françaises, mais avec des antennes au Quai d'Orsay, à l'Élysée, à Matignon, avec des imbrications de type franc-maçon dans nos leaders politiques, autant en France qu'à Libreville, à Dakar ou à Niamey, et qui donc permettent la continuation réciproque de la France d'outre-mer et la France de l'Hexagone. Et donc, ce sont ces différentes Frances, celle de Sarkozy et celle de Hollande, qui ont lutté pour la prééminence d'un espace stratégique dans un moment où les pays de l'OTAN essayent de rattraper leur échec bilatéral sur le continent africain face à la Chine, l'Inde et les autres puissances émergentes. Donc, ici, la réaction, c'est nous devons imposer dans le XXIe siècle la prééminence de l'hégémonie des pays du bloc de l'Ouest dans l'espace africain pour que les Africains et toutes les autres puissances sachent que nous sommes d'abord les puissances qui gardons cette sécurité. Le mardi 9 novembre 2004, après 2 jours de quasi-guerre entre la France et la Côte d'Ivoire, les militaires français et les manifestants ivoiriens se retrouvent face à face, en plein cœur d'Abidjan, à l'hôtel Ivoire. Vers 16h15, l'armée française ouvre le feu. Ces images sont filmées par la télévision ivoirienne. Bilan, 7 morts et des dizaines de blessés selon Abidjan. Dans les jours qui suivent la fusillade, les autorités françaises donnent plusieurs versions des faits. Michel Alliot-Marie n'évoque pas les tirs français. C'est qu'il y a eu des échanges de coups et de tirs entre la foule, les jeunes patriotes et les soldats militaires et gendarmes ivoiriens qui étaient en interposition entre la foule et les blindés français. Le général Poncet, qui dirige l'armée en Côte d'Ivoire, admet les tirs français, mais seulement pour riposter. Les tirs sont partis sur nos forces depuis les derniers étages de l'hôtel Ivoire, de la grande tour que nous n'occupions pas, et depuis la foule. Dans ces conditions, nos unités ont été amenées à faire des tirs de sommation et à forcer le passage en évitant, bien évidemment, de faire des morts et des blessés parmi les manifestants. Mais, je répète encore une fois, les premiers tirs n'ont pas été notre fait. Le chef de la gendarmerie ivoirienne que nous avons interviewé lance la polémique. Il accuse le colonel français qui dirigeait les opérations à l'hôtel Ivoire d'avoir provoqué la fusillade. Il a donné l'ordre de tirer. Il n'y avait pas de tir auparavant. Il n'y avait pas eu un seul coup de feu avant que les militaires français commencent à tirer. Et c'est leur chef, ils n'ont pas tiré au hasard les militaires français, c'est leur chef de corps qui a donné l'ordre de tirer. En réplique, le chef d'état-major français monte au créneau avec une nouvelle version des faits. Nous avons eu le sentiment d'un bout à l'autre que ce fameux colonel de gendarmerie qui accuse aujourd'hui l'armée française avait en réalité cherché à provoquer l'incident. Que ce sont les gendarmes ivoiriens qui ont cherché à se saisir à un moment de certains de nos soldats pour les envoyer dans la foule. Et c'est là que nous avons dû ouvrir le feu, après les tirs de sommation. Voici donc les explications données par le colonel Destremo dans une interview à nos confrères de Libération le 10 décembre 2004. Il ne parle plus de tirs venus de la foule. Il confirme que son dispositif a été débordé par les manifestants. On n'arrivait pas à éloigner cette foule qui de plus en plus était débordante. Sur ma gauche, 3 de nos véhicules étaient déjà immergés dans la foule. Un manifestant grimpe sur un de mes chars et arme la mitrailleuse 7,62. Un de mes hommes fait un tir d'intimidation dans sa direction. L'individu redescend aussitôt du blindé. Le coup de feu déclenche une fusillade. L'ensemble de mes hommes fait des tirs uniquement d'intimidation. On se rapproche de la vérité. Reste une question.
comment des tirs d'intimidation ont-ils fait 16 morts et 76 blessés par balle, selon une enquête du journal français Le Parisien. D'après l'armée française, la fusillade a duré environ 1 minute, 2000 projectiles ont été tirés. L'ordinateur contient une présentation de tous les armements français en Côte d'Ivoire, les matériels de transmission et l'organisation des troupes. Il contient aussi des centaines de fiches sur les principales personnalités ivoiriennes, en commençant par le président Gbagbo. Sa vie est détaillée, jusqu'aux plaques d'immatriculation de ces voitures banalisées. Ça vous a surpris que les Français fassent des fiches de renseignement comme ça, confidentielles, sur vous Mais on a peur quand on voit le blindage de sa voiture, de sa voiture. Je veux dire, bon. La maîtrise de soi, dans des situations dangereuses, impose de grandes qualités morales et physiques. Cela demande tout à la fois sang-froid et courage, discipline et détermination. C'est ce visage que nous ont montré les soldats de Licorne, sous les ordres du général Poncet, durant les événements de novembre dernier en Côte d'Ivoire. Autre illustration de forfaiture, Kadhafi, après avoir soutenu des campagnes électorales en Europe et en Afrique et ouvert son pays aux libéralisations, est traqué par ses puissants alliés qui le repèrent par son téléphone à l'iridium. Vraisemblablement, parmi les insurgés qui le lynchent, est infiltré un élément des services secrets qui participe à son assassinat. La largeur des impacts, qui indique un tir au pistolet plutôt qu'à la Kalachnikov, la proximité des 2 blessures, le remplacement, j'en suis personnellement convaincu. Tout semble indiquer que Kadhafi a été mortellement blessé au thorax par un tir à bout portant dans l'ambulance qu'il évacuait. L'accord de coopération. Et ensuite, nous avons aussi signé un accord de défense. C'est le seul pays avec lequel nous avions signé des accords de défense, avec l'Afrique du Sud. L'accord de défense signifie lorsque nous sommes agressés, ils peuvent venir en notre aide. Et c'est ça. Et c'est dans ce cadre que les forces sud-africaines se trouvent en République centrafricaine et ils exercent ces activités depuis bientôt 5 ans. Ce sont des élites à la tête de ces pays qui ont renoncé aux intérêts de leur nation ou qui se sont fait mystifier par le fait que nous n'avons pas la capacité de nous défendre et de sauver nos propres intérêts. C'est eux qui ont besoin de nous. C'est l'Afrique qui va être au secours de cette mondialisation. Si nous ne l'avons pas compris, en fait, nous n'avons rien compris. Et donc, il va falloir que cette base s'en aille de Stuttgart. Il va falloir que les drones ne puissent pas partir d'ici. Et ils l'ont déjà compris. Ils ont déjà installé en Espagne un poste d'avant-garde. Ils ont des points d'entrée au Maroc, au Sénégal, au Tchad, au Gabon, etc. etc. Peut-être que notre combat est déjà vain. Peut-être est-il déjà trop tard. Est-il encore possible de changer l'ordre des choses, ou est-ce qu'on prêche tout seul dans le désert? La grande différence entre le XXe siècle et le XXIe siècle pour l'Afrique, c'est l'échec du panafricanisme et surtout l'échec du néolibéralisme. La dépolitisation par une gouvernance managériale et surtout par la cooptation de la société civile. L'échec du multilatéralisme onusien a produit des formes transnationales de régulation de l'ordre mondial et où le rôle principal est laissé aux multinationales et à l'OTAN. Un récent rapport de la défense française considère que dans le XXIe siècle, le panafricanisme est la menace pour les intérêts occidentaux. J'aimerais bien qu'on comprenne que notre position n'est pas une position anti-américaine.
dans une position internationaliste panafricaine. L'ambition est d'être antimilitariste et orienter le développement de l'Afrique vers un autre horizon, d'un développement autocentré, désengagé du modèle capitaliste impérialiste. Prenons en compte ce qui s'est produit. Une victoire pour l'Afrique, une victoire contre le terrorisme et la fierté que nous devons avoir là aussi. Parce que moi j'ai été salué en Afrique, non pas pour ce que j'avais fait, mais pour ce que j'avais décidé. Ceux qui ont agi, ce sont les soldats français. Non, nous avons vaincu le terrorisme au Mali, nous ne l'avons pas vaincu partout. Il y en a encore, vous avez raison, notamment dans le sud de la Libye. Il y en a qui se sont échappés autour des pays voisins. Et donc nous devons porter notre soutien à tous ces pays-là qui font appel à nous, mais nous ne ferons pas la guerre partout. Là, nous l'avons faite parce que nous étions appelés par un pays ami, nous étions soutenus par l'Europe et dans le cadre de la légalité internationale. You know, the Obama administration said that they would move away from this frame, global war on terrorism, but in many ways they have continued down the same path. It may just be, you know, global war on terror, but it's very much more of the same. And what we see in the African context is that the U.S. has focused on the security sector, on essentially a militarized engagement with Africa. I think it is alarming, first, that the U.S. Through AFRICOM, heavily involved in Libya, sending weapons to Libya, weapons that then, together with weapons that were in caches of the Gaddafi government, that then found their way across borders to Mali, where, you know, and so I think there was a sense, and there still is a hope, that there can be leadership from the Obama administration that really causes the so-called war on terror and also countering China. So I do think that becomes a key determinant in U.S. policy at this time. You know, some people call it the cool war between China and the U.S. that's ongoing now. But I think clearly when you see you know, the rise of Africa. You know, Africa has 6 of the top 10 growing economies in the world. I think it is incumbent upon the U.S. to engage more strategically. At the same time, we'll work with our NATO allies. Les États-Unis ont mis sur le fait accompli leurs alliés de l'OTAN en implantant en Allemagne la base de l'AFRICOM en profitant de leur domination sur la chaîne de commandement. L'Allemagne a intégré l'OTAN en 1955 malgré une grande résistance populaire. Il y a un ressentiment de plusieurs Allemands sur cette attitude cavalière, mais aussi persiste une reconnaissance pour la contribution du bloc de l'Ouest à la réunification de l'Allemagne, teintée toutefois d'hésitation sur les enjeux des grands conflits mondiaux. Derrière la question militaire et du partenariat global, une question taboue et moins publique, elle est économique. L'Allemagne, qui possède la seconde plus grande réserve d'or au monde, exige de faire rapatrier progressivement, d'ici 2020, 674 tonnes d'or de ses réserves de 1500 tonnes détenues à la Réserve fédérale américaine. Washington refuse de rapatrier l'or de la Bundesbank allemande caché aussi chez tous ses alliés par hantise d'une agression soviétique. Est-ce cette question qui fait que nous ne voulons pas se brouiller avec Washington sur ce rapatriement qu'elle ait accepté unilatéralement la présence de la base de l'AFRICOM sur son sol?
L'Allemagne a aussi demandé la restitution de son or à la France, soit 11% de ses réserves totales. Est-ce que la guerre du Mali, grand producteur et réserve d'or, a à voir quelque chose avec cette guerre de devises à venir, voulant que les Chinois adossent le yuan à l'or pour remplacer les 1000 milliards de dollars US qu'ils détiennent en titre du Trésor américain? Qu'est-ce qui se cache derrière la normalisation et la pacification du Mali et toute cette agitation de l'Africom? Les Allemands sont-ils au fait des enjeux de l'Africom? Of course, Africa has a lot of very important resources, and we think this is not legal. That on the German bottom there are planned such activities, because we know many people were killed, not only terrorists, because the drone war is war. You have sometimes no responsibility, and this is why we start to acting and to raise this question also in our movements in Stuttgart, because it's not very well known what really happened. We have the AFRICOM and we have also the EUCOM. So 2 military bases in Stuttgart, and after our history in Stuttgart, I think we have to win the peace and not the war. Do you know AFRICOM? No. At all? Not at all. And the baby? No. Okay. Ja. Okay. So, do you know AFRICOM? Dann würden wir eine Reaktion einfach aufnehmen. Und ich erkläre auch gleich, was das ist. Ich krieg's zwar überhaupt nicht, aber okay, das ist okay. So you don't know AFRICOM at all? Okay, that we film. AFRICOM is the American headquarter for surveillance and the military headquarter for Africa. The American headquarters. So do you like the fact that you have this base here? No, not really. Not really. Do you have one reason? Oh, it's too complicated. Too complicated. Okay. Could be an organization who helps poor people in Africa or who supports them and their circumstances there. It's a military base. Oh, okay. Oh. So how do you feel now? I didn't expect. You didn't expect a military base in Stuttgart? It's been here for a couple of years now. Okay. Yeah. So what do you think? Should we keep it or close it? Keine Ahnung, was will er machen? Yeah, it's a hard question, but what does this military base do so that we could think about our answer, maybe? It's an American base. Okay. That want to protect Africa against terrorists. That's what they say. Okay. Well, I'm totally against violence, so, well, if I ruled the world, there would not be any military base at all. Good. We choose you to rule the world. Thank you. Do you know AFRICOM? It's a military base in Stuttgart. Military base, yeah. For Africa. An American military base. Yeah, I know. No? Hat auch gespielt Musik. Sie haben da Musik gespielt? In dem Kelly-Band? Ja, aber das war doch das war eine Zumba-Party. Das war offen für die Familie, für Freunde. Für okay. So you play music for the people around the base? Dort ein Day. Music is better than war. Yes. Good. Au centre d'une cuvette, Stuttgart, jolie, discrète, endommagée par les bombardements de la guerre mondiale, est complètement reconstruite. La devise de la ville est Stuttgart et plus, mais aussi quand les affaires rencontrent le futur. Au Parlement régional a été décidée l'implantation de la nouvelle base pour l'Afrique. Comme la plupart des habitants d'Allemagne, les habitants de la ville ignorent l'existence de la base et nous avons hâte de la voir nous-mêmes. La garnison de l'armée américaine abrite 4 bases dans Stuttgart. Celle de l'Africom est dans cette ville, profitant d'un long passé de l'industrie automobile, Daimler-Benz et Porsche.
la base semble profiter économiquement à la ville. L'emplacement de la base est à Kelly Barracks, à la limite de la ville. La base est immense. Elle compterait probablement plus de 3000 à 5000 personnes, plusieurs soldats américains et africains. Juridiquement, le territoire est allemand. Nous avions l'intention de remettre la déclaration AFRICOM Go Home à un officier américain, si jamais il voulait bien l'accepter. Au moment où je m'apprête à expliquer ma démarche à la caméra, je suis cerné et arrêté par des policiers militaires américains. Mon passeport et les papiers de mon caméraman sont confisqués. Nous subissons un long interrogatoire. De plus en plus de soldats accourent, nous entourent. Ils veulent absolument prendre notre caméra. Nous refusons, nous négocions. Nous demandons la présence de la police allemande qui finit d'ailleurs par arriver. Recontrôle d'identité. Les Américains consentent à nous rendre le passeport et nous laisser partir à condition qu'on leur remette le film et le segment. Vous ne verrez donc pas cette portion du film puisque nous avons dû leur donner cette bande. C'est ce qui fut fait donc 1h30 plus tard, et donc que vous ne verrez pas ce segment que je viens de vous narrer. Rien n'indique d'ailleurs dans les pourtours de la base que nous ne pouvions pas filmer, et je l'avais filmé au préalable craignant cet incident, et nous étions pourtant bel et bien restés sur le trottoir censé être territoire allemand. Nous serons finalement escortés hors de la zone par la police allemande, plutôt sympathique à notre endroit. Plus tard, alors que notre véhicule loué était stationné près du meeting où je devais parler, il a été fouillé par des inconnus. On peut questionner la légalité de toutes ces intimidations. Wer auch mal ein Thema wert, das sind allein gegen Pakistan sind 300. It's very important because it was here in Germany in 1885 that we had the Berlin Conference that divided the African continent, and we cannot use Stuttgart as another base to recolonize the African continent. We expect for the next election to have clear answer on how, without consultation, we've established this military base. Ja, also wir systematisieren hier vor allem in der Open Microphone. Den ägyptisch-senegalesischen Politologen Herrn Aziz Salmone Fall derzeit aus Kanada. Und zwar ist heute Abend im Forum 3 um 20 Uhr eine Veranstaltung. Da geht es um die AFRICOM, also Militärbasen in Deutschland. Die AFRICOM ist ja die Militärbasis, die in Stuttgart-Möhren ist. Henning Tirok und den Aziz zum Thema AFRICOM. Hallo ihr beiden. You know, the question here is not to bury the station, but to bury the AFRICOM. Military base is an American base that is a front of the NATO base. It aims at controlling militarily the resources, the riches of Africa, its oil, its diamond, its coltan, its uranium, and also to fuel wars in order to have the pretext of intervening. And we will not accept that. I wanted to see the base, the African base. And I know that I've seen it today, and many of you probably have never seen it. So as you know, the African hospitality is great, and we have no problem of accepting Germany as an African state. That despite of the fact that the country is no longer in the Cold War, and despite of the fact that there is now a unified Germany, you don't have your say as citizen on this global issue.
Le 18 juillet 2013, à quelques jours de la fin de mandat du Parlement allemand, le parti Linke obtient de la majorité gouvernementale les réponses aux 30 questions qu'il a posées. C'est, pour ces courageux députés, comme pour nous, une sorte de petite victoire. Le parti ne questionnait pas la légitimité de la base de l'Africom. Cependant, les députés sont préoccupés de la légalité internationale, de l'enfreinte du droit international par l'Allemagne, de savoir si elle est au courant des actions répréhensibles de l'Africom perpétrées depuis le sol allemand, comme l'usage des drones et des assassinats ciblés. En réponse aux questions posées, le gouvernement fédéral a simplement déclaré que jusqu'ici, il n'avait pas connaissance d'attaques par des drones planifiées ou conduites par les forces armées des États-Unis en Allemagne. Le gouvernement allemand soutient qu'il ne disposait d'aucun élément laissant supposer que les forces armées états-uniennes auraient contrevenu au principe selon lequel aucune coopération militaire contraire au droit international ne peut être lancée depuis le territoire allemand. À l'ère du marché transatlantique, l'opposition allemande et une partie des médias accusent la chancelière Merkel d'avoir été au courant de l'espionnage américain de l'Allemagne par le programme PRISM et de ne pas avoir protégé ses propres concitoyens. La coopération en reconnaissance et défense numérique entre l'Allemagne et les États-Unis s'est considérablement intensifiée sous les 8 ans du règne de Merkel au nom de la lutte contre le terrorisme, s'insinuant dans la surveillance des pays alliés de l'OTAN eux-mêmes. En avril 2013, selon le journal Der Spiegel, 12 fonctionnaires de la BND, l'agence allemande de renseignement, rendaient visite à leur homologue américain de la NSA pour des directives et des conseils. En phase de crise économique, accumulation du capital rivalise avec accumulation militaire. On lutte contre la dépression par la guerre et la désinformation médiatique. La surveillance s'insinue partout, développant de façon paranoïaque et persistante dans tous les exercices des résistances démocratiques des sociétés. Derrière cette question d'espionnage de la souveraineté de l'Allemagne, encore sous tutelle des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, il y a d'autres questions. Wir sind da jetzt schon ein Stück vorangekommen. Erstens war ja mit dem Einigungsvertrag, also und dem 2+4-Abkommen, eigentlich die deutsche Souveränität hergestellt. Und wir haben jetzt festgestellt, dass es dennoch alte Abkommen gab, von 1968, als in Deutschland das sogenannte G10-Gesetz gemacht wurde, was die Arbeit der Geheimdienste regelt, dass es da noch Abmachungen mit den drei Westalliierten gab, die darauf hingedeutet haben, dass in bestimmten Fällen die, sag ich mal, Souveränität unseres Geheimdienstes nicht voll gewährleistet gewesen wäre. Und wir haben jetzt die ganzen Diskussionen um die Zusammenarbeit der Dienste genutzt, um diese alten sogenannten 68er-Vereinbarungen mit Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten von Amerika zu beenden. Ganz formell durch verbalen Notenaustausch, wie das heißt, zu beenden. Und damit ist auch in diesem letzten Bereich unsere Souveränität hergestellt. Und ich glaube, damit haben wir eigentlich das Problem gelöst. Das ist jetzt vor wenigen Tagen passiert. Le 3 septembre 2013, les députés du Linke, insatisfaits de ces réponses ambiguës du gouvernement, portent plainte contre le gouvernement fédéral allemand contre les assassinats ciblés de l'Africom et de la base de Ramstein en Afghanistan ainsi que pour la Corne de l'Afrique. Ceci va visiblement embarrasser Washington qui justifie en permanence sa croisade militariste. The Iraq war is now over. The Afghan war is coming to an end. Osama bin Laden is no more. Our efforts against Al-Qaeda are evolving. And given these changes, last month I spoke about America's efforts against terrorism. And I drew inspiration from one of our founding fathers, James Madison, who wrote, "No nation could preserve its freedom in the midst of continual warfare." James Madison is right. Which is why, even as we remain vigilant about the threat of terrorism, we must move beyond the mindset of perpetual war. And in America, that means redoubling our efforts to close the prison at Guantanamo. It means
means tightly controlling our use of new technologies like drones. It means balancing the pursuit of security with the protection of privacy. And I'm confident that that balance can be struck. I'm confident of that. And I'm confident that working with Germany, we can keep each other safe while at the same time maintaining those essential values for which we fought for. Our current programs are bound by the rule of law, and they're focused on threats to our security, not the communications of ordinary persons. They help confront real dangers, and they keep people safe here in the United States and here in Europe. But we must accept the challenge that all of us in democratic governments face, to listen to the voices who disagree with us, to have an open debate about how we use our powers and how we must constrain them. And to always remember that government exists to serve the power of the individual and not the other way around. That's what makes us who we are, and that's what makes us different from those on the other side of the wall. NSA and the intelligence community in general is focused on getting intelligence wherever it can, by any means possible, but it believes on the grounds of sort of a self-certification that they serve the national interest. Originally, we saw that focus very narrowly tailored as foreign intelligence gathered overseas. Now, increasingly, we see that it's happening domestically. And to do that, the NSA specifically targets the communications of everyone. It ingests them by default. It collects them in its system, and it filters them, and it analyzes them, and it measures them, and it stores them for periods of time, simply because that's the easiest, most efficient, and most valuable way to achieve these ends. The greatest fear that I have regarding the outcome for America of these disclosures is that nothing will change. People will see in the media all of these disclosures. They'll know the lengths that the government is going to grant themselves powers unilaterally to create greater control over American society and global society. Au-delà du charisme d'Obama, ce ne sont pas les personnalités, mais bien un système mis en place par l'impérialisme qui est critiqué ici. Des monopoles généralisés dont le système de dépossession et d'accumulation est destructeur de l'humain comme de la nature. 95% des armes circulant en Afrique proviennent de l'extérieur du continent et nous assistons à une recrudescence de sa militarisation, à la prolifération d'armes qui tuent plus que toutes les pandémies réunies. Notre propre désorganisation permet l'instrumentalisation des désordres et la zizanie. Rodriguez, chef de l'Africom, réclame que la surveillance d'espionnage soit multipliée par 15, plus de drones, plus d'imagerie satellite, plus d'assassinats ciblés. La surveillance du continent, des drones à grande autonomie de circulation pour la surveillance ou le bombardement, se miniaturiser au point qu'ils pourront séjourner dans un jardin ou l'enceinte d'une chambre. Ici, la réalité dépasse la fiction. Des ingénieurs passent leur temps à sophistiquer ces armements qui peuvent autant surveiller que punir. La militarisation forcenée de l'impérialisme collectif et l'escalade militariste qu'imposent les agendas militaires du capitalisme obsolescent font craindre le pire à l'humanité. La sophistication des armements, leur miniaturisation, la prolifération sont cachés sous un masque, une guerre de la violence légitime, la responsabilité de protéger et des attaques préventives. Les assassinats ciblés de l'Africom, comme les interventions virtuellement téléguidées, procèdent d'une croyance cybernétique qui cache un autre dessein. Faire accepter un consensus politique mondial à la guerre, isoler les puissances émergentes qui dérangent l'hégémonie de l'impérialisme et coopter tous les pays derrière cette stratégie martiale qui criminalise le pacifisme et le discours internationaliste. Nos pays sont donc sommés de s'aligner, de jouer le jeu, qu'ils le veuillent ou non. L'hégémonie, la diplomatie viennent lubrifier, sous le vernis commercial et bilatéral, le dessein des intérêts oligarchiques et les frappes ciblées que l'on voit ne sont en fait qu'un avant-goût de la destruction créative, de la guerre perpétuelle dont la ruée vers l'Afrique est l'illustration. Voilà pourquoi il faut résister à tout cela et éviter le syndrome de la guerre qui s'installe et l'équilibre sécuritaire.
Celui qui rame dans le sens du courant fait rire le crocodile. En plus de ces bases de drones qui se multiplient sur le continent avec leurs frappes chirurgicales, leur guerre de connectivité à haute vitesse d'intranet global et avec le moins de contacts sur le terrain laissé désormais aux armées locales supplétives, il y a, en plus des facilités de l'Africom à Stuttgart, celles de l'Espagne, des unités de la base en Floride, de la base sicilienne de Sigonella pour le corps des marines, celle de Woolworth qui est stationnée en Angleterre, des effectifs et des services partout sur le continent, au Kenya, en Centrafrique, au Niger, la base de drones située notamment à Djibouti, au Sud-Soudan, au Sénégal, au Burkina, au Libéria, en Éthiopie, en Ouganda, des facilités dans plus d'une trentaine de pays. Africom confectionne même l'étude qui sera la matrice des brigades des FAA, les forces africaines en attente, censées maintenir la paix continentale et qui seraient opérationnelles en 2015. Plusieurs exercices ont lieu régulièrement sur le continent. Part of the capacity needed by the AU is the establishment of the African Standby Force for rapid deployment in crisis areas without delays. The forces arrayed against us are, and I use the word more carefully, formidable. L'enjeu entre être aligné et être allié se pose encore 50 ans plus tard. Rien ne nous empêche de varier nos alliances. Bien sûr, le rapport de force nous impose de plus en plus, à cause des questions logistiques et financières, d'être alignés sur les forces de l'OTAN, mais il peut y avoir plein de types d'alliances de type Sud-Sud. Ce qui est par contre très préoccupant, c'est que nous assistons aujourd'hui sur la question de la supranationalité à la nécessité de poser un référendum sur la présence des bases étrangères. Et beaucoup plus gravement, c'est que les pays qui sont convaincus de défendre l'intégrité territoriale du continent africain sont hélas cooptés par les forces d'intelligence et par l'OTAN qui leur imposent l'agenda sécuritaire et qui leur imposent la nécessité géopolitique d'accepter le redéploiement de l'Africom. Ce qui n'est pas donc sans rappeler la vieille division entre le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia. En 1995-96, le Grilla avait recommandé en vain Africapax, la force d'interposition et de défense continentale, sur le modèle de la proposition de Kwame Nkrumah en 1958. Il suggérait un Africa High Command et une légion africaine. L'idée du panafricanisme du groupe de Casablanca était de défendre la souveraineté du continent et d'offrir une alternative aux accords de défense néocoloniaux. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que la supranationalité remonte aux sources même du panafricanisme, d'abord africain-américain et anticolonial. C'est un projet confédéral et anti-néocolonial, anti-impérialiste. Ce projet a été contrarié par le groupe de Monrovia, arrimé au bloc de l'Ouest, et surtout préoccupé de créer des micronations. Au nom de l'intangibilité des frontières, ils ont donc créé l'Organisation de l'Unité africaine. Elle a donc constitué, pendant des décennies, l'échec de la supranationalité panafricaniste. On comprend dès lors que le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia divisaient le continent africain. L'annonce par le Premier ministre éthiopien Dessaleng le 27 mai 2013, la création d'une force d'intervention rapide de 4000 hommes pour les conflits de l'Afrique, a été présentée comme une mesure historique afin de combler le retard de l'avènement des FAA pour 2015. Une force d'interposition de défense continentale calquée sur le modèle de celle de Nkrumah en 1958, qui suggérait un High Command et une légion africaine sur 4 zones. C'est la même idée qui a été reprise par l'Union africaine sur 5 zones et qui consiste véritablement à repousser l'échéance d'une interposition avec les forces de l'OTAN. Mais dans les faits, il faut comprendre que le projet des FAA a suivi la création de l'Union africaine en 2002 et l'adoption du protocole du Conseil de la paix et de sécurité de 2003 qui stipule l'existence d'une force africaine de déploiement rapide de prépositionnement. La contrainte politique et institutionnelle n'est rien sans la tutelle étrangère. Elle va s'exercer surtout au niveau logistique et financier. Les FAA ont reçu des fonds de facilité de la paix de 10 millions d'euros, ce qui est insignifiant. En réalité, l'OTAN a fourni le renforcement des capacités, l'opérationnalisation des FAA. L'OTAN a aussi fourni une formation ciblée et depuis 2009, elle forme à Oberambe les officiers d'état-major des FAA. Le commandement spécial interarmes est lui logé à Lisbonne.
L'Union africaine demande quant à elle-même des ateliers d'expertise militaire. Les chefs d'État sont eux-mêmes demandeurs de ces formations et de ces manœuvres, des manœuvres qui sont bien amorcées et qui montrent comment l'Africom utilise le canal de l'Union africaine comme des manœuvres avec les forces militaires africaines pour s'imposer rapidement sur le continent et jouer l'interposition. That time of year when our military communities come together to support each other through the combined federal campaign. But this year is different. We're now facing the reality of steep budget cuts that are impacting each and every one of us. Cuts that aren't just having an effect on mission accomplishment, but also on our everyday community services. All this creates additional stressors when we're already trying to cope with the rest of our normal day-to-day challenges. We're all feeling the budget squeeze, service members, civilians, and our families. This is why the CFC needs your support now more than ever. Our teammates are counting on us and our generosity to help them. You can do that by supporting one of our local charities or the other 4,500 other organizations that make up CFC. So if you can, make a difference today and donate. Thank you for your support. Nice. Nos formations sociales sont pour la plupart maquillées sous des démocraties de façade et susceptibles de tomber sous la coupe de réseaux militaro-économiques masculins, ethniquement ou socialement belliqueusement organisés. Malgré de bons taux de croissance pour certains, leurs capacités nationales de développement ont été amputées par les libéralisations et ils peinent à chercher des redevances significatives de leurs avantages comparatifs et leur spécialisation. Ces régimes compradors sont facilement redevables et dépendants de l'impérialisme qui, avec adresse, leur impose le contrôle de la force, du temps et de l'espace. Certes, ils sont susceptibles de permettre des phases de transnationalisation, des phases de métissage, où certaines de leur élite et des migrants peuvent sortir du continent, mais ils restent incapables de dominer les stratifications socio-économiques, informelles, internes, qui sont constamment en recomposition par la pauvreté et les moyens de survie. Ici, les résistances persistent, mais elles sont durablement réprimées, et tous les moyens de dépolitisation sont utilisés de façon exogène comme endogène. Les fuites dans la religion comme dans l'aliénation abondent. La décolonisation n'est pas une pseudo-libération. Et 50 ans plus tard, la repossession de la souveraineté nationale pose la question de savoir ce que nous sommes devenus, ce que nous voulons être.
mais nous sommes réduits à être séduits comme des papillons par les chimères de la lumière. Pour laquelle je suis venu en Afrique, c'est dû au fait que l'Afrique monte, se développe et qu'il relève des intérêts des États-Unis, pas que des intérêts de l'Afrique, il relève des intérêts américains de ne pas rater cette opportunité, de renforcer, d'approfondir ces partenariats potentiels qui existent ici. Il va s'agir d'un continent qui avance, c'est un continent jeune, qui est en plein essor et plein d'énergie. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de pays du monde y consacrent beaucoup de temps. Lorsque nous voyons parader ces armées postcoloniales de tirailleurs, nous est-il encore possible de transcender nos nationalités hybrides et nos États factices et dépasser nos liens claniques, ethniques et religieux, tout en décryptant les impasses du capitalisme prédateur? Nous devons absolument générer un sursaut internationaliste et panafricaniste afin que nos élites, nos peuples comprennent que la militarisation de l'Afrique est une impasse. Elle attise et attire plutôt les conflits. La souveraineté de l'Afrique passe par le démantèlement de toutes les bases étrangères. Nous est-il seulement encore possible de comprendre qu'une réalité neuve panafricaine est encore à notre portée, mais reste incompatible avec un statut de perfusion et de mise en tutelle de réseaux culturalistes, populistes ou religieux, et surtout d'entités comme l'Africom ou toute autre base étrangère. Jeunesse africaine, ayez foi en votre futur. Résistez contre l'Africom. L'Afrique sera décomplexée et libre ou ne sera pas. Vive l'Afrique libre.
Thank